En raison de problèmes de santé inexpliqués, je suis allé à l'hôpital de mon frère avec mon mari. Lors du scanner, le visage du technicien est devenu pâle. Mon frère m'a appelé seul dans le bureau du directeur. En fermant la porte, il a pointé l'écran d'un doigt tremblant. Dans ton corps, regarde ça. Au moment où j'ai vu l'image, j'ai cessé de respirer. J'appelle la police maintenant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une petite maison de ville à Cambridge, dans le Massachusetts, Emily Harris versait du café pour son mari Brian dans la cuisine, où la lumière matinale d'automne filtrait à travers les fenêtres. Après 5 ans de mariage, leur routine matinale était devenue un rituel paisible. « J'ai une présentation pour un gros projet aujourd'hui », dit Emily en déposant des toasts beurrés sur une assiette. « C'est un nouveau client, et si tout se passe bien, cela pourrait représenter un contrat majeur pour l'entreprise. » Brian leva les yeux de son journal pour regarder sa femme. C'était un homme sérieux qui travaillait dans un cabinet d'architecte. Sa nature douce et sa profonde compassion étaient parmi les raisons qui avaient poussé Emily à l'épouser. « C'est merveilleux. Avec ton talent, je suis sûr que tu réussiras, » dit-il avec un encouragement sincère. « Mais ne travailles-tu pas un peu trop ces derniers temps? Tu devrais te reposer davantage. » Emily s'assit à côté de son mari avec un sourire. Il était vrai que son travail à l'agence de publicité était exigeant. Le développement de nouveaux clients, en particulier, demandait du temps et de l'énergie. Cependant, elle était fière de son travail. Ça ira. Une fois le projet de ce mois-ci terminé, les choses se calmeront un peu. Brian prit la main de sa femme. Oh, au fait, maman vient ce week-end. Elle dit qu'elle va refaire les lasagnes que tu aimes tant. Le visage d'Emily s'illumina. Sa belle-mère, Hélène, venait chez eux environ 2 fois par mois pour leur préparer des plats maison. Hélène était une femme aimable qui se souciait sincèrement de son fils et de sa belle-fille. Les lasagnes d'Hélène sont absolument délicieuses. Même si elle m'a appris la recette, je n'arrive jamais à obtenir le même goût. Maman est une excellente cuisinière. Elle prépare les repas pour la famille tous les jours depuis 40 ans, depuis qu'elle a épousé papa. Le père de Brian, George, était un employé de bureau à la retraite, doux et silencieux. Les 2 parents avaient accueilli le mariage de leur fils à bras ouverts. Pour Emily, les parents de Brian étaient les beaux-parents idéaux. La prochaine fois, je devrais cuisiner quelque chose pour lui rendre l'appareil, dit Emily en buvant son café. Mais comparé à Hélène, ma cuisine est... Ce n'est pas vrai. Ta cuisine est délicieuse aussi, l'encouragea Brian. Leur conversation se tourna naturellement vers l'avenir. Après 5 ans de mariage, leur entourage leur demandait de plus en plus. Alors, c'est pour quand les enfants? Hélène, en particulier, attendait clairement avec impatience d'avoir des petits-enfants. Maman attend des petits-enfants avec impatience, dit Brian, un peu hésitant. Mais je pense que nous devrions décider à notre propre rythme. Emily appréciait la prévenance de son mari. Le sujet des enfants était en effet une discussion fréquente entre eux. Bien qu'Emily trouve l'épanouissement dans son travail, elle aspirait également à fonder une famille. Je veux des enfants aussi. Mais une fois que mon travail actuel se sera un peu calmé, exprima-t-elle honnêtement. Je me sens mal pour Hélène, mais c'est notre vie. Tu as raison. Maman comprendra. En regardant l'horloge, il était déjà plus de 8 heures. Ils se dépêchèrent tous les deux de se préparer. Brian avait une inspection de chantier et Emily une présentation importante à venir. Devant la porte d'entrée, Brian embrassa sa femme pour lui dire au revoir. Bonne chance aujourd'hui. Je préparerai le dîner. Merci. Fais attention à toi aussi. Après avoir vu son mari partir, Emily monta dans sa voiture. Le paysage urbain de Boston brillait sous la lumière du matin. Son mariage se portait bien et son travail était épanouissant. Entourée de son mari aimant et de beaux-parents chaleureux, elle se sentait heureuse. Le premier signe de problème est apparu il y a 3 mois, à la fin de l'été. Emily buvait son café matinal quand elle sentit son corps anormalement lourd. Normalement, elle buvait une 2e tasse et commençait sa journée avec énergie, mais ce jour-là, elle fut submergée par la fatigue avant même de finir sa première tasse. « Je suis peut-être juste un peu en manque de sommeil », se dit-elle. Les échéances des projets se chevauchaient et elle ne dormait certainement pas assez. Cependant, même avec un sommeil adéquat, la fatigue ne disparaissait pas. Au contraire, elle semblait s'aggraver de jour en jour. Imaginez-vous gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et ce, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec Eddie Stories.
Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Se lever le matin devint difficile, l'après-midi, sa concentration s'estompait. Ses collègues commencèrent à s'inquiéter, « Tu n'as pas l'air bien ces derniers temps. Ça va ?» Brian avait remarqué le changement chez sa femme. « Tu n'as pas beaucoup d'appétit non plus, ces temps-ci. » Emily força un sourire. « C'est probablement juste le changement de saison. Je vais voir comment ça évolue encore un peu. » Mais les problèmes physiques ne se limitaient pas à cela. Son cycle menstruel commença également à devenir irrégulier. Ses règles, auparavant régulières, prenaient du retard, parfois n'arrivant pas pendant 2 mois d'affilée. Elle pensa que cela pouvait être dû à des changements hormonaux. En octobre, Emily décida finalement de consulter un gynécologue. Dans une clinique réputée du centre-ville de Boston, elle subit un examen approfondi et des tests. « Je ne vois aucune anomalie majeure », dit la femme médecin d'âge mûr en regardant les résultats des tests. « Vos niveaux hormonaux sont également dans les normes. Avez-vous été sous pression au travail récemment ?» Emily répondit honnêtement. « J'ai certainement eu une période chargée, mais j'ai déjà connu des périodes similaires. » Le corps d'une femme est délicat. En vieillissant, le même stress peut avoir un impact plus important sur votre corps, expliqua gentiment le médecin. Commençons par revoir votre mode de vie. Concentrez-vous sur un repos adéquat et des repas équilibrés, puis revenez dans un mois. Emily décida de suivre les conseils du médecin et d'ajuster sa charge de travail. Heureusement, son entreprise se montra compréhensive et elle put confier plusieurs projets à des collègues. Elle s'efforça de se coucher et de se lever tôt, et de manger des repas nutritifs. Brian veillait également à la santé de sa femme, participant activement aux tâches ménagères. « Ne force pas trop. Dis-moi si je peux faire quoi que ce soit, » disait-il. Sa gentillesse devint le soutien émotionnel d'Emily. Sa belle-mère, Hélène, s'inquiétait aussi. « Tu travailles trop, Emily. Les jeunes femmes doivent prendre soin de leur corps, » disait-elle, apportant presque chaque semaine de la soupe maison et des tisanes. « C'est une tisane à base de plantes que ma grand-mère m'a appris à faire. C'est très efficace pour récupérer de la fatigue. » La tisane qu'apportait Hélène avait un arôme particulier, mais elle réchauffait le corps d'Emily quand elle la buvait. « Merci beaucoup. J'apprécie votre constante sollicitude. Nous sommes une famille. Que tu sois en bonne santé est ce qui compte le plus, » répondit Hélène avec une chaleur maternelle. Cependant, même après un mois, l'état d'Emily ne s'améliora pas. Au contraire, de nouveaux symptômes commencèrent à apparaître. Elle se mit à avoir des étourdissements fréquents et des vertiges, et se sentait parfois nauséeuse. « Ce n'est pas normal », s'inquiéta Emily. Elle retourna voir le gynécologue, mais les résultats des tests étaient inchangés. Les analyses de sang montraient également des valeurs normales. « Y a-t-il une possibilité de grossesse ?» demanda le médecin. « Le test à domicile était négatif », répondit Emily en secouant la tête, « et mes règles sont irrégulières. » « Je vois. Alors, envisageons de consulter d'autres spécialistes. Que diriez-vous de faire un bilan complet en médecine interne ?» Emily était confuse. Ne pas connaître la cause de sa mauvaise santé était la partie la plus angoissante. Son rendement au travail avait clairement diminué, et elle se sentait coupable de causer des ennuis à ses collègues. Serait-ce une maladie grave? Elle se surprenait à se réveiller au milieu de la nuit, submergée par de telles angoisses. Brian ne supportait plus de voir sa femme souffrir. « Emily, pourquoi ne te ferais-tu pas examiner à l'hôpital de mon frère ?» Le frère de Brian, David, était le chef du service de médecine interne dans un grand hôpital général de Boston. David était connu comme un excellent médecin, réputé pour diagnostiquer des cas complexes. « Mais je ne veux pas le déranger », hésita Emily. « Nous sommes de la même famille, il n'y a pas à hésiter. » David s'inquiète aussi pour ta santé, la persuada Brian. Un grand hôpital devrait pouvoir faire des tests plus détaillés. Emily finit par accepter. Elle ne pouvait pas continuer comme ça. Cela affectait à la fois son travail et sa vie quotidienne. Elle voulait trouver la cause et recevoir un traitement approprié. Quand ils contactèrent David, il accepta volontiers de faire l'examen. « Ne t'inquiète pas, Emily. Je trouverai la cause et je te remettrai sur pied, c'est certain, » dit-il. Ses paroles semblaient rassurantes. Après avoir programmé les tests, Emily se sentit quelque peu soulagée. Le matin de l'examen, elle se réveilla avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Enfin, le mystère de la mauvaise santé dont elle souffrait depuis 3 mois pourrait être résolu. Elle se dirigea vers l'hôpital avec son mari. « Tout ira bien. David va t'examiner. » Brian serra la main de sa femme. «
Je suis sûr que nous découvrirons ce qui ne va pas. En franchissant l'entrée principale de l'hôpital, un couloir au carrelage blanc s'étendait devant elle. L'odeur de désinfectant lui monta aux narines, rendant Émilie un peu nerveuse. Lorsqu'elle donna son nom à la réception, une infirmière les guida poliment. Le docteur Harris vous attend. Par ici, s'il vous plaît. Le bureau d'examen de David était spacieux, digne du chef de la médecine interne. Des livres de médecine tapissaient les murs et des photos de famille étaient exposées sur le bureau. David se tenait dans sa blouse blanche, les accueillant tous les deux avec un sourire chaleureux. « Émilie, comment te sens-tu » Il se leva de sa chaise et regarda sa belle-sœur avec inquiétude. « Brian m'a tout raconté. Tu as des problèmes de santé depuis 3 mois maintenant. » Émilie expliqua ses symptômes en détail. La fatigue, les règles irrégulières, les vertiges, les nausées. Elle partagea également les résultats de ses précédents examens gynécologiques. David écouta attentivement, posant occasionnellement des questions tout en prenant des notes. « Je vois. Vous avez certainement plusieurs symptômes qui se chevauchent, » réfléchit David. « Aujourd'hui, faisons des tests approfondis, une analyse de sang, une analyse d'urine, et j'aimerais aussi faire un scanner. » « Un scanner ?» Émilie fut un peu surprise. « Juste par précaution. Je veux vérifier s'il y a des anomalies dans vos organes internes, » dit David d'un ton rassurant. « Il n'y a rien à craindre. C'est juste un examen préventif. » D'abord, ils se rendirent à la salle de prélèvement sanguin. Une infirmière préleva efficacement du sang et commanda plusieurs panels de tests. Vint ensuite l'analyse d'urine, puis une échographie. Tous ces examens, Émilie les avait déjà subis. « Enfin, nous allons faire le scanner », expliqua le technicien. « Nous utiliserons un produit de contraste pour obtenir une image détaillée de vos organes internes. » La salle de scanner était faiblement éclairée, avec une grande machine positionnée au centre. Émilie enfila une blouse d'hôpital et s'allongea sur le lit. Lorsque le produit de contraste pénétra dans son corps, elle sentit une sensation de chaleur se propager en elle. « Retenez votre respiration », dit la voix du technicien. La machine se mit à bouger silencieusement. Émilie ferma les yeux et attendit la fin de l'examen. Elle priait pour que cela révèle la cause. Une fois l'examen terminé, le technicien commença à vérifier les images sur le moniteur. Émilie finit de se changer et attendit à côté du lit les résultats. « Comment ça se présente » demanda Émilie. Le technicien fixait l'écran, mais son expression changea soudainement. Il fronça les sourcils et commença à agrandir l'image et à changer les angles comme pour confirmer quelque chose. « Veuillez patienter un instant. » Le technicien se leva et quitta la pièce. Émilie devint anxieuse. Avait-il trouvé quelque chose d'anormal ? Quelques minutes plus tard, le technicien revint avec un homme plus âgé qui semblait être son superviseur. Les deux hommes parlaient à voix basse en désignant les images du moniteur. « Faites attendre la patiente et contactez le docteur Harris immédiatement », ordonna le superviseur. Le cœur d'Émilie se mit à battre violemment. Quelque chose avait clairement été trouvé, mais les expressions des techniciens n'étaient pas celles qu'on a lorsqu'on découvre des maladies ordinaires. Ils avaient l'air confus et par moments même blêmes. « Le docteur Harris sera bientôt là », dit le technicien à Émilie. « Veuillez patienter un instant. » En retrouvant Brian dans la salle d'attente, Émilie lui expliqua la situation. On dirait qu'ils ont trouvé quelque chose, mais les techniciens avaient un comportement étrange. Brian serra la main de sa femme. « Tout ira bien. Quels que soient les résultats, nous y ferons face ensemble. » C'est alors que David apparut, marchant rapidement. Son expression était tendue. « Émilie, j'ai besoin de te parler. » David baissa la voix. « Peux-tu venir seul dans mon bureau ?»« Seul ?» demanda Brian. « Désolé, Brian. J'aimerais d'abord parler à Émilie seule. » Le ton de David était différent de d'habitude. « Je t'expliquerai tout bientôt. » Émilie suivit David avec une anxiété croissante. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'examen, David ferma doucement la porte. Puis il alluma le moniteur de l'ordinateur portable sur son bureau. « Émilie, assieds-toi s'il te plaît. » David lui offrit une chaise. « Ce que je vais te montrer pourrait être assez choquant. » Le moniteur affichait des images du scanner du corps d'Émilie. Des coupes transversales d'organes étaient montrées en noir et blanc, incompréhensibles pour un œil non averti. « Ce sont des images du scanner de ton abdomen, » dit David, manipulant la souris avec des mains tremblantes. « Regarde ça. » Une certaine zone de l'écran était encerclée en rouge. Pour Émilie, cela ressemblait à de petits points blancs. « Qu'est-ce que c'est » demanda Émilie.
Des corps étrangers. La voix de David était basse et tendue. Plusieurs objets qui ne devraient médicalement pas exister sont présents dans ton corps. Émilie fixa l'écran. Des corps étrangers. Qu'est-ce que tu veux dire? David afficha des images sous un angle différent. Cette fois, la forme des corps étrangers était plus claire. De petits objets en forme de capsule étaient dispersés dans diverses parties de son corps. Ce ne sont pas des choses qui entreraient naturellement dans le corps, poursuivit David avec une expression grave. Ils ont été ingérés artificiellement. Et sur une longue période. Le sang quitta le visage d'Émilie. Artificiellement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que quelqu'un les a intentionnellement mis dans ton corps. David se leva et fit les 100 pas dans la pièce. De plus, ces objets contiennent des substances chimiques spéciales. Ce sont-elles la cause de ta mauvaise santé? Émilie s'effondra sur sa chaise. La réalité devenait surréaliste. Mais pourquoi, Émilie? Ce n'est pas un traitement médical. C'est un crime. David posa sa main sur l'épaule de sa belle-sœur. Quelqu'un essaie de t'empoisonner. Au moment où elle entendit ces mots, Émilie cessa de respirer. Empoisonner. Le mot résonnait dans sa tête. J'appelle la police immédiatement. David attrapa le téléphone. C'est une tentative de meurtre. Nous avons besoin d'une enquête tout de suite. Émilie se mit à trembler. Qui lui ferait ça et pourquoi? Les 3 mois de mauvaise santé avaient été causés par la malveillance de quelqu'un. Mais qui? Réussit à articuler Émilie. Je n'ai pas d'ennemi. La police enquêtera, répondit David tout en passant l'appel. Les personnes proches de toi, celles que tu vois régulièrement, celles avec qui tu partages des repas et des boissons, tout le monde sera interrogé. Divers visages défilèrent dans l'esprit d'Émilie, collègues, amis et famille. Se pouvait-il vraiment que ce soit quelqu'un de proche? La voix de David semblait lointaine. Émilie ne pouvait accepter cette réalité. Quelqu'un essayait de la tuer. Ce fait terrifiant s'insinua lentement dans son cœur. La police arriva 1 heure après l'appel. 2 inspecteurs de la police de Boston se présentèrent à l'hôpital et l'interrogatoire commença dans le bureau de David. Madame Harris, vous avez traversé une terrible épreuve, dit doucement l'inspecteur le plus âgé, Johnson. Aujourd'hui, nous allons entendre les résultats détaillés des tests, puis vous subirez une intervention chirurgicale pour retirer les objets. Émilie était confuse. Une intervention chirurgicale. Il devait retirer les corps étrangers de son corps. Brian tenait la main de sa femme, sentant ses tremblements. Combien de temps durera l'opération? Demanda Brian. David répondit, nous la ferons par laparoscopie. Nous retirerons un par un les corps étrangers dispersés dans votre corps. Cela devrait prendre environ 3 heures. Pendant que les préparatifs de l'opération étaient en cours, la police commença son enquête initiale. Ils posèrent des questions détaillées sur la vie quotidienne d'Émilie, ses relations et ses habitudes alimentaires. Au cours des 3 derniers mois, avec qui avez-vous régulièrement partagé des repas ou des boissons? Demanda le jeune inspecteur Thompson en prenant des notes dans son carnet. Émilie réfléchit attentivement. Je déjeune parfois avec des collègues au travail. Et ma belle-mère vient environ 2 fois par mois pour cuisiner des plats maison. Parlez-nous davantage de votre belle-mère, se pencha l'inspecteur Johnson. Helen Harris. C'est une ancienne infirmière, une personne très gentille, répondit Émilie, confuse. Elle s'est inquiétée pour ma santé, me préparant toujours des repas nutritifs et m'apportant de la tisane. Les 2 inspecteurs échangèrent un regard. Parlez-nous de cette tisane. Elle a dit que c'était une recette qu'elle tenait de sa grand-mère, qu'elle était efficace pour récupérer de la fatigue, dit Émilie en se remémorant. Elle avait un arôme particulier et était un peu amère, mais elle me réchauffait le corps quand je la buvais. Brian écouta le récit de sa femme et sentit que quelque chose le tracassait. Sa mère avait commencé à apporter de la tisane à peu près au même moment où les problèmes de santé d'Émilie avaient commencé. L'opération eut lieu dans l'après-midi. Émilie subit l'intervention sous anesthésie générale par une équipe médicale comprenant David. En utilisant la laparoscopie pour examiner son corps en profondeur, ils découvrirent un total de 12 petits objets en forme de capsule. Ceux-ci étaient attachés aux parois de son estomac et de ses intestins, libérant progressivement leur contenu. Après l'opération, les objets extraits furent immédiatement envoyés au service de médecine légale de la police. Bien que les résultats de l'analyse prendraient plusieurs jours, un examen préliminaire révéla une vérité effroyable. Ce sont des capsules de poison très ingénieusement fabriquées, expliqua l'expert légiste. Elles sont conçues pour se décomposer dans le corps avec le temps,
libérant des substances chimiques spécifiques. Ces substances détruisent progressivement la fonction reproductrice et pourraient à terme provoquer une défaillance multiviscérale. Émilie entendit cette explication depuis son lit d'hôpital. Des substances qui provoquent l'infertilité. On avait systématiquement détruit son corps sur une longue période. Des connaissances médicales étaient nécessaires pour créer cela, poursuivit l'expert. De plus, la méthode d'administration était soigneusement planifiée. Les dissoudre dans un liquide pour ingestion serait le plus efficace. La police commença à enquêter sur l'entourage d'Émilie en parallèle. Collègues, amis et famille. Ils examinèrent les alibis et les mobiles de chacun. 3 jours plus tard, une preuve décisive fut trouvée. Madame Harris, voici les résultats de la perquisition au domicile de votre belle-mère. L'inspecteur Johnson rendit visite à Émilie dans sa chambre d'hôpital. Nous avons trouvé les mêmes substances chimiques que celles extraites de votre corps dans un placard de cuisine. Émilie resta sans voix. Hélène, cette gentille belle-mère. Nous avons également trouvé son journal intime, continua gravement l'inspecteur. Il contient des registres détaillés de ces crimes planifiés contre vous. Brian s'effondra sur une chaise. Maman a fait ça à Émilie. Hélène Harris est actuellement en état d'arrestation, rapporta l'inspecteur. Elle a d'abord tout nié, mais a avoué face aux preuves. Émilie demanda à travers ses larmes, « Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait ?» L'inspecteur soupira lourdement. Selon sa déclaration, elle vous considérait comme une femme inappropriée pour son fils. Elle a cité votre éducation, votre milieu familial, et surtout, le fait de ne pas avoir d'enfant après 5 ans de mariage. 5 ans, répéta Émilie d'une voix tremblante. Mais elle a commencé à m'empoisonner dès notre mariage. Non, l'administration systématique a commencé il y a 3 mois, corrigea l'inspecteur. Cependant, elle planifiait de vous éliminer depuis votre mariage. Au début, elle a essayé de persuader son fils, mais cela n'a pas fonctionné. Brian se prit la tête entre les mains. Maman n'appréciait certainement pas Émilie au début, mais je pensais qu'elle avait fini par l'accepter avec le temps. En apparence, oui, expliqua l'inspecteur, mais intérieurement, elle accumulait de la haine. Et quand vous n'avez pas eu d'enfant, elle a utilisé cela comme excuse pour passer à l'acte ultime. Émilie était sous le choc. Ce sourire chaleureux, ces mots gentils, ces repas faits maison avec amour. Tout cela n'était qu'une comédie. Elle a abusé de ses connaissances d'ancienne infirmière, continua l'inspecteur. Elle savait comment composer des substances chimiques, comment les administrer, et même comment dissimuler les symptômes. C'était soigneusement planifié pour éviter d'être détectée, même par les médecins. Elle le mettait dans la tisane, dit Émilie en tremblant. Oui, à chaque visite, elle apportait une tisane spécialement préparée. Des voisins ont témoigné qu'elle s'assurait toujours que vous finissiez de tout boire avant de partir. Brian s'excusa auprès de sa femme en larmes. Je suis désolé, Émilie. C'est ma mère qui a fait ça. J'aurais dû le remarquer. Émilie serra la main de son mari. Ce n'est pas ta faute. Je n'ai jamais soupçonné Hélène de pouvoir faire une chose pareille non plus. L'inspecteur partagea un dernier fait important. Hélène Harris a avoué qu'elle planifiait ce crime depuis 5 ans. Elle a dit qu'elle avait décidé d'éliminer la belle-fille indésirable le jour de votre mariage. Émilie était abasourdie. Le jour du mariage. En ce jour heureux, sa belle-mère planifiait déjà de la tuer. Elle sera accusée de coups et blessures et de tentative de meurtre, se leva l'inspecteur. En tant que crime malveillant abusant de connaissances médicales, elle encoura une peine sévère. Un silence tomba sur la chambre d'hôpital. Émilie et Brian avaient besoin de temps pour accepter cette horrible vérité. Les liens familiaux qu'ils avaient tissés en 5 ans de mariage avaient en réalité été recouverts par le masque de la haine de leur belle-mère. Nous allons maintenant commencer le traitement de désintoxication, dit David en entrant dans la pièce. Heureusement, nous avons découvert cela tôt, donc une guérison complète est attendue. Émilie versa des larmes de soulagement. Son corps pourrait se rétablir, mais les blessures de son cœur ne guériraient pas facilement. La douleur d'avoir été trahie par la famille en qui elle avait confiance, celle-ci pourrait ne jamais disparaître complètement. 1 an plus tard, Émilie se rendait à l'hôpital de David pour un contrôle de routine. Le traitement de désintoxication s'était bien déroulé et les substances chimiques avaient été complètement éliminées de son corps. Plus joyeusement encore, une nouvelle vie grandissait en son sein. Tout semble parfait, sourit David en regardant les résultats de l'échographie. Vous avez bien entamé la période de stabilité, il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter.
Emily leva les yeux vers son mari, heureuse. Brian tenait la main de sa femme, les larmes aux yeux. « Merci, David. Sans toi, à l'heure qu'il est ?» Brian s'étrangla d'émotion. Le procès de la belle-mère Hélène s'était terminé 3 mois plus tôt pour tentative d'empoisonnement planifié et coups et blessures. Elle avait été condamnée à 8 ans de prison. Le verdict lu au tribunal avait choqué la société en tant que crime malveillant abusant de connaissances médicales. Je crois qu'il y avait une femme plus appropriée pour mon fils. Hélène tenta de justifier ses actes jusqu'au bout. Une femme sans éducation et sans bon milieu familial est une honte pour la famille Montgomery. Elle avait prononcé le mauvais nom de famille, mais ses valeurs pleines de préjugés n'avaient jamais changé. Brian coupa complètement les ponts avec sa mère. « Je ne veux plus jamais la revoir », dit-il en larmes. « Je ne peux pas accepter comme mère quelqu'un qui a tenté de tuer Emily. » Pendant ce temps, le beau-père George s'effondra en pleurs devant sa femme lorsqu'il apprit la vérité. « Je suis désolé, Emily. Si j'avais été plus attentif ?» Il s'excusa sincèrement et tenta de reconstruire une nouvelle relation avec son fils et sa belle-fille. « Ce n'est pas ta faute, papa, » répondit gentiment Emily. « Repartons à zéro en tant que famille. » George attendait avec impatience la naissance de son petit enfant. « Ce qu'Hélène a fait est impardonnable, mais je veux être un bon grand-père pour ton enfant. » Sur le chemin du retour de l'hôpital, Emily et Brian se promenaient dans un parc. Le soleil de printemps était chaud et les arbres d'un vert frais étaient magnifiques. « Quand je pense à ce qui s'est passé, j'en frissonne encore, » dit Emily en s'appuyant sur le bras de son mari. « Mais je suis contente que nous ayons appris la vérité. »« Je ressens la même chose, » dit Brian en regardant sa femme. « Ce que maman a fait est impardonnable, mais cela a renforcé notre lien. » Emily sourit. « Quand cet enfant naîtra, je veux lui apprendre le vrai sens de la famille. Même si vous êtes liés par le sang, vous n'êtes pas une famille si vous ne vous respectez pas. Inversement, même sans lien du sang, si vous vous aimez et vous soutenez, vous pouvez devenir une vraie famille. » Les deux continuèrent de marcher main dans la main. Le crime de leur belle-mère avait été un événement terrible, mais ils en avaient beaucoup appris. La famille n'est pas une relation de domination par les liens du sang, mais une relation de respect mutuel pour la personnalité et les choix de chacun. Et le véritable amour ne consiste pas à posséder quelqu'un, mais à souhaiter son bonheur. « Nous devrions pouvoir construire une bonne relation avec papa, » dit Emily. « Il sera un grand-père gentil pour cet enfant. » Brian hocha la tête. « Papa est différent de maman. Il respectera sûrement nos choix. » Au moment où le soleil commençait à se coucher à l'ouest, ils rentraient chez eux. Dans leur petite maison de ville, les préparatifs pour l'enfant à naître étaient terminés. Emily se tenait près de la fenêtre, contemplant le coucher du soleil. La terreur d'il y a un an s'estompait, mais la leçon restait. Il ne faut pas se laisser tromper par une gentillesse superficielle. La vraie famille signifie accepter les différences de chacun et se soutenir mutuellement. « Tout va bien, » dit Emily à son enfant à naître, en posant la main sur son ventre. « Tu naîtras dans l'amour. Tu grandiras heureux, entouré d'une vraie famille. » Brian serra sa femme par derrière. « Nous serons certainement les meilleurs parents pour cet enfant. » Leur avenir s'étendait, radieux, devant eux. Les cicatrices du passé ne disparaîtraient peut-être jamais, mais le bonheur qui se trouvait au-delà de leur dépassement serait plus profond et plus certain. Les vrais liens familiaux ne sont pas fondés sur les liens du sang, mais sur l'amour et le respect.